Bonjour à tous. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce que c'était que la systémique, comment elle a été définie par les pionniers de la théorie systémique, et que nous avons vu dans une deuxième partie qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais plus précisément, et vous l'aurez compris dans cette partie, je vous invite vraiment à la suivre, qu'est-ce que c'est que la théorie de la décision dans un paradigme systémique, qu'est-ce que c'est que comprendre la décision dans un système, et on a vu, la cybernétique, c'est l'art de réguler un système, et donc d'observer les processus de décision de ce système, et comment ce système peut se réguler. Il n'y a pas système s'il n'y a pas régulation, ce sont deux concepts qui sont indiscutablement fusionnés. On va voir dans cette troisième partie la théorie du connexionnisme, ou du moins la seconde cybernétique, ou la seconde théorie systémique. L'intelligence artificielle et la systémique vont nourrir ce qu'on appelle les sciences cognitives et les sciences de la vie. En biologie et en psychologie, l'intelligence artificielle et la systémique vont aboutir à deux grands modèles théoriques qui sont des modèles systémiques à l'intérieur des sciences cognitives ou les modèles de l'auto-organisation à l'intérieur de l'analyse biologique. On doit à Marvin Minsky, un des grands théoriciens de l'intelligence artificielle qu'on a vu dans le chapitre précédent, une modélisation générale des systèmes d'information de seconde génération. Dans son livre « La société de l'esprit », il va rassembler l'ensemble des concepts qui ont été accumulés à la fois par l'intelligence artificielle et à la fois par les systémiques pour essayer de donner une sorte de livre fondamental de la nouvelle génération de la systémique. Cette seconde cybernétique va s'appuyer sur des recherches à la fois en informatique mais aussi en biologie. Parce que vous voyez, c'est le même angle de vue. Donc très souvent, on verra l'union de chercheurs, de mathématiciens, d'informaticiens et de biologistes pour comprendre les systèmes complexes. Les noms les plus célèbres sont ceux de Maturana et Varela, mais aussi de leur père fondateur, Heinz von Foerster. Donc Heinz von Foerster qui nous a livré la théorie générale des systèmes et qui nous permet vraiment de donner les fondements de l'auto-organisation. Donc, un des éléments que cette seconde génération va étudier, c'est les systèmes dissipatifs, c'est-à-dire les sous-fonctions, les sous-organisations qui permettent de prendre des décisions et d'éliminer l'entropie, de dissiper l'énergie et de construire l'information. Donc, ce système d'auto-organisation s'appuie sur 6 points fondamentaux. Le premier point, 6 points fondamentaux qui vont permettre de définir la nouvelle approche systémique. Cette approche systémique n'est pas une rupture, elle est en continuité de la systémique, mais elle atteint un niveau de maturité où elle rassemble justement toutes ces recherches dispersées et qu'elle va refonder un socle beaucoup plus solide au niveau des systèmes d'information, de l'analyse des systèmes. Premier élément, dans un système, chaque élément a un programme et il fait ce pourquoi il est programmé, plus ou moins une variabilité. Il a plus ou moins une adaptation très faible dans son environnement très proche, mais chaque élément en soi a une capacité limitée par un programme. Deuxième élément important, les éléments, dans leur programme et dans leur environnement, choisissent des partenaires préférentiels. Chaque élément du système n'est pas capable de rentrer en contact avec le système complet, il n'a pas de vision, il n'y a pas une conscience générale du système. En réalité, chaque élément interagit avec l'élément le plus proche et a une préférence dans ses échanges et a une vision extrêmement limitée du système global. La complexité n'est pas dans l'élément. Troisième élément, le hasard a fait que de proche en proche, des éléments de proche en proche se sont constitués en sous-groupes, de sous-groupe en sous-groupe, se sont interconnectés les uns avec les autres et ont formé un réseau de plus en plus complexe. Et donc c'est le hasard qui voit émerger des systèmes stables qui vont eux-mêmes s'additionner les uns avec les autres, se connecter les uns avec les autres, former des préférences de choix et rentrer dans une complexité croissante, c'est-à-dire former des systèmes de systèmes avec des niveaux de préférence. L'élément le plus proche formant mon système immédiat, mais ce groupe de systèmes immédiats interagissant de préférence avec un autre groupe de systèmes immédiats forme un système global qui est un système de systèmes. Et de hiérarchie en hiérarchie, d'emboîtement en emboîtement, on se retrouve avec des systèmes de plus en plus complexes, décomposables justement en systèmes de plus en plus simples. C'est parce que la génétique même des systèmes, la fabrication même d'un système parle de l'élément et de son organisation progressive que l'analyse systémique peut décomposer tout système en système atomique. Quatrième élément important, c'est les fonctions complexes sont des émergences. Un système
plus il va se structurer, plus il va former des hiérarchies de systèmes, plus il va pouvoir s'adapter, faire émerger des fonctions et s'adapter à son environnement. En fait, on pourrait même dire que c'est la nécessité d'adaptation, l'échange, j'aime pas dire le mot nécessité, mais l'échange entre l'environnement et le système qui fait que progressivement se coordonnent, s'organisent des groupes qui découvrent leur capacité à pouvoir répondre à un environnement complexe qui les aurait mis en danger individuellement. Donc vous voyez, l'adaptation, c'est la capacité à des systèmes de se constituer en systèmes de plus en plus complexes pour faire émerger des capacités qui vont pouvoir travailler mieux son environnement et être moins mis en danger par son environnement. Et donc, dans ces macrosystèmes, dans ces systèmes qui augmentent en complexité, on va avoir des programmes de plus en plus riches, de plus en plus complexes et de plus en plus éphémères. C'est-à-dire que face à l'énorme complexité des macrosystèmes, on va avoir des programmes qui se déclenchent pour la nécessité et qui peuvent s'éteindre quand ils ne deviennent pas nécessaires. C'est-à-dire que la capacité à un moment des macrosystèmes, des systèmes extrêmement complexes, leur permet à un moment de pouvoir déclencher différents types de programmes et donc de changer de forme, de s'adapter en fonction de l'environnement. Et donc cette grande adaptabilité, cette capacité à la transmutation va permettre à un moment de pouvoir vraiment atteindre une stabilité où on s'adapte à l'ensemble des variabilités de son environnement. Il y a un moment où l'organisation systémique est plus forte que la totalité des variabilités de son environnement. Même si c'est jamais fini, puisque justement la présence même de ce système va transformer l'environnement dans une variabilité qui n'était pas prévue, qui n'était pas même capable, puisque à un moment l'environnement est transformé lui-même, est devenu anthropique lui-même par le travail des nouveaux systèmes. Donc c'est une boucle infinie dans laquelle chaque système qui arrive à un moment à appréhender la complexité de son environnement va générer de la complexité, va produire un nouvel état de son environnement qui va rendre encore plus complexe son adaptation et nécessiter son adaptation. Et c'est un peu l'histoire de la vie, c'est aussi l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire aussi de la matière dans le cosmos. Cette capacité de variabilité va évidemment augmenter avec le système, mais elle va aussi transformer ce qui est système et ce qui n'est pas système. Plus le système devient complexe, plus les éléments de son environnement deviennent des éléments de ce système. Et donc, l'extension du système va transformer en permanence la notion de frontière et de ce qui est extérieur et intérieur, au point qu'à un moment, les systèmes peuvent se poser la question de leur environnement. Quand on parle par exemple aujourd'hui de l'anthropocène ou de la capitalocène, c'est la question de est-ce que l'espèce vivante, humaine, n'a pas totalement absorbé son environnement et qu'il n'y a plus d'environnement dans le sens où tout est désormais matière première, élément structuré et organisé dans le système. Est-ce que la planète Terre n'est pas devenue un énorme système humain dans lequel les éléments naturels n'existent plus, puisque tout est transformé, tout est réordonnancé, il est très très difficile de trouver un système non humain, enfin un environnement non humain sur Terre aujourd'hui. La question de l'environnement qui n'est plus structuré, rien que par l'information. Les satellites, nous captons aujourd'hui et nous avons ordonnancé au niveau informationnel l'ensemble de la planète. Donc il y a un moment où frontière extérieure et intérieure est presque même difficile à percevoir. La question de l'anthropocène, c'est celle-là. La question de la capitalocène, c'est celle-là. Donc là-dedans, on va s'intéresser à la structuration et à la déstructuration, la capacité de se stabiliser grâce à des structures dissipatives. Qu'est-ce qu'une structure dissipative? C'est une structure qui va, que ce soit par l'énergie ou l'information, réduire la quantité anthropique, ça veut dire la quantité non prévue à l'intérieur du système, de l'information et de l'énergie, permettre de la dissiper. Il y a trois façons de la dissiper, c'est soit de l'évacuer, soit de faire un travail pour pouvoir l'intégrer, et l'intégrer sous deux aspects, sous une forme énergétique en tant que nouvelle matière, ou sous une forme informationnelle en tant que nouvelle structure, nouvelle mémoire de la structure informationnelle. Le système dissipe l'énergie et l'information non prévisible, c'est-à-dire l'évacue ou l'intègre dans une mutation du système sous forme d'information, de matière qui est là pour de l'information ou de matière qui est là pour de l'énergie. Si on voulait pousser vraiment la réflexion, énergie et information, c'est quand même très très difficile à distinguer. Il y a une vraie interrogation sur, n'est-ce pas, est-ce que peut-être information et énergie, ce n'est pas la même chose? Ou
est-ce qu'on peut penser l'un sans l'autre? Voilà, pour être plus précis. Donc la théorie de l'autopoïésie, c'est-à-dire de l'autoconstruction du système, c'est la constatation qu'un système a en lui les programmes et les éléments et les ordres pour pouvoir fabriquer, se reproduire et intégrer la variabilité par des structures dissipatrices. Soit en l'éliminant, c'est-à-dire en l'évacuant, le surplus d'énergie, d'informations, en fait, est évacuée, elle rentre et elle ressort par une série de transformations, ou, à l'inverse, est intégrée et oblige à une mutation et une adaptation et à une transformation du système. Troisième point important, les transformations vont augmenter la complexité du système, non pas le désordre, mais la complexité du système, tant à l'intérieur du système qu'à l'extérieur, parce que la transformation de l'énergie et de l'information va être évacuée dans son environnement, et cette évacuation va apporter des nouveaux éléments, des éléments qui ont été travaillés, et ces éléments qui ont été travaillés vont produire une complexité plus importante dans son environnement. Les crises écologiques, c'est exactement ça. Quand la matière transformée par l'espèce humaine a produit une transformation de l'environnement, et cet environnement lui-même est devenu plus complexe, plus imprévisible, à cause même du travail d'ingurgitation, de transformation et d'évacuation de l'espèce humaine. Soit en construction, c'est-à-dire par la reproduction de l'espèce humaine, soit en évacuation par la production de déchets. Les formes nouvelles de création, de perturbation, sont la base même de l'explication de l'évolution naturelle. L'adaptation à son environnement, la transformation entre ordre et chaos, c'est le cœur même de l'analyse de l'autopoétique. L'innovation, qu'est-ce que l'innovation exactement? L'innovation, c'est la capacité d'intégrer l'imprévisible. L'entropie de l'environnement, c'est-à-dire l'imprévisibilité informationnelle et énergétique, ont soit été évacuées, et donc là il n'y a pas d'innovation, soit ont été refusés, bloqués, ils ne sont pas rentrés, soit une fois rentrés, ils ont été évacués dans leur excès, dans ce qui n'était pas prévu, dans ce qui n'était pas digérable, soit dans une nécessité où, à la frontière du connu, le système a été capable d'ingurgiter quelque chose par analogie, par compréhension de l'existant, par gestion de l'existant, par analogie, à la frontière de cette fameuse imprévisibilité. Je vous rappelle que les systèmes sont toujours à la frontière entre le dehors, le dedans, mais aussi à la frontière entre le connu et l'inconnu. Il y a un système analogique qui va permettre à un moment à une cellule, par exemple, d'ingurgiter un virus. Parce qu'elle va le confondre, elle va se tromper, elle va croire à ingurgiter un aliment et un élément nécessaire au système, et elle va l'ingurgiter comme un élément du système. Or, ce n'est pas du tout un élément du système. Et voilà qu'elle va transformer sa nature, elle va pouvoir devenir cancérigène, elle va pouvoir porter de la maladie. À un moment, à la frontière, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des hasards, il peut y avoir des analogies qui font qu'on va ingurgiter quelque chose qui n'était pas prévu dans le système et qui va l'amener à se transformer. L'innovation dans une entreprise, c'est la même chose. À un moment, on va observer son environnement et il va être incompréhensible, mais incompréhensible à la frontière du compréhensible. C'est-à-dire qu'on a les schémas, on va par analogie comprendre quelque chose qui était normalement incompréhensible, parce qu'une grande partie de cette chose est compréhensible, mais il y a quelque chose de nouveau. Et par analogie, on va essayer d'établir les règles qui permettent d'intégrer cette nouveauté, et cette nouveauté va apporter des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir le monde, et peut-être d'innover avec des nouvelles matières, des nouveaux produits, des nouvelles formes de gestion de l'énergie. L'innovation, la transformation, ce qui est à peu près la même chose, pour un système, c'est la capacité qu'il a, juste à la frontière du connu, du gérable, de pouvoir intégrer par analogie quelque chose qui n'était pas gérable. Et en général, il ne peut pas des transformations. La transformation mènerait à l'explosion, mènerait à la fin du système. Mais ce qu'il peut, par contre, c'est se tromper. C'est essayer par analogie de comprendre quelque chose mal. Mais en le comprenant mal, d'y ajouter cette part de supportable dans le système qui le fait se transformer. La gouvernance des systèmes a fait l'objet aussi d'une nomenclature. C'était la cybernétique. Donc dans la nouvelle génération systémique, il y a une nouvelle cybernétique qui nous explique une certaine gouvernance du système.
On va partir du premier niveau, des systèmes autogouvernés, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels tous les éléments participent à la gouvernance, à la dissipation de l'énergie, à la dissipation de la matière, au transport, à l'éjection de cette énergie, cette matière, ou à l'adaptation. Les systèmes autogouvernés sont des systèmes qui se gouvernent eux-mêmes et qui peuvent, dans cet autogouvernement, devenir complexes, c'est-à-dire se différencier dans ses fonctions, modéliser des sous-champs, former des sous-systèmes fonctionnels, spécialisés, etc. etc. L'autogouvernement ne veut pas dire la primitivité. On n'est pas primitif parce qu'on est autogouverné. On peut avoir des systèmes extrêmement complexes, très difficiles à gérer, parce que ce sont des systèmes qui se stabilisent par nature, mais en même temps avoir des systèmes qui sont spécialisés, organisés, avec une division du travail. Ces systèmes spécialisés, quand ils connaissent vraiment des frontières, c'est-à-dire que quand les éléments ne se spécialisent pas momentanément, mais qu'à un moment donné, il y a un partage du travail, il y a une spécialisation des fonctions, on va parler de systèmes spécialisés à partir du moment où chacun va avoir des rôles spécifiques et les éléments eux-mêmes vont commencer à changer de nature, vont changer de compétences, vont changer de connaissances, vont changer de matière, vont changer de nature dans leur fonctionnement. Et là, on va parler de systèmes spécialisés qui sont des formes ultra divisées et ultra spécialisées du système précédent autogouverné. Cette surspécialisation va faire qu'à un moment va émerger dans ces fonctions spécialisées les fonctions de gouvernance, de régulation du système, de prise de décision, de gestion de l'entropie, du nouveau. Et ces systèmes de gouvernance ou de régulation dans les normes du système. Et en fait, ce sont des fonctions spécialisées, on est à l'étape 2, mais certaines fonctions vont prendre comme fonction spécialisée le fait de prendre la décision, de réguler et d'organiser. On va parler de système représenté, quand le système représenté a en fait certains des membres, certaines des sous-fonctions du système, a pour objectif de gérer le système dans son entier en l'observant. Donc il travaille à la fois il travaille sur la représentation du système global, il a comme mission de représenter le système global au sens de le représenter, fabriquer sa représentation, et en même temps de le représenter, c'est-à-dire que c'est lui qui va prendre les décisions, c'est lui qui va simuler, c'est lui qui va organiser par des ordres, et les autres éléments devront obéir à ce système parce qu'elles ont délégué la fonction de décision à ces systèmes spécialisés. Ensuite, ces systèmes peuvent avoir une capacité par la représentation à devenir des systèmes imaginatifs et autopoïétiques, c'est-à-dire la capacité à expérimenter des nouvelles règles, à expérimenter des nouveaux modes de fonctionnement, à produire des nouveaux états systémiques. C'est-à-dire que ces systèmes de gouvernance ne sont plus uniquement en charge de la régulation et du maintien de l'état du système, mais la capacité à innover, définie précédemment, la capacité à inventer, à adapter les règles, et voire même à simuler les règles à l'intérieur du sous-système, avoir un système de simulation. Qu'est-ce que c'est que la conscience si ce n'est un système de simulation de la réalité, pour pouvoir imaginer, fabriquer des possibles et pouvoir les expérimenter à l'intérieur du système. Les systèmes imaginatifs autopoïétiques, on pense vraiment à l'humanité, la conscience humaine et l'espèce humaine en général, sont justement cette capacité à utiliser la représentation du système global et la compréhension du système global pour pouvoir simuler l'innovation, pour pouvoir simuler la créativité et pouvoir réintroduire à l'intérieur du système une création et une invention. Attention, je n'ai pas dit que dans les systèmes autogouvernés, les premiers systèmes, il n'y a pas d'innovation et de créativité. C'est juste que cette innovation et cette créativité, elle est chaotique, elle est parcellaire et elle demande elle-même à être réintégrée. Le corps humain, quand il reçoit des virus et des maladies, c'est un système autogouverné innovant. Quand on attrape un nouveau virus et que votre système doit s'adapter, qu'il le combat et qu'il invente pour cela des nouveaux codes, des nouvelles pratiques, des nouvelles cellules qui vont s'adapter à ce système, il est totalement autogouverné, il est imaginatif et autopoïétique. Quand on parle de système imaginatif autopoïétique, on veut sous-entendre qu'il y a déjà eu une fonction de système représentée et que c'est cette fonction qui prend la charge et la spécialisation de la création et de l'innovation. Donc ce sont des systèmes de plus en plus hiérarchiques, de plus en plus, enfin pas hiérarchiques, mais ce sont des systèmes de plus en plus spécialisés dans lesquels un centre a non seulement la fonction de régulation, mais elle a aussi la fonction
elle se spécialise dans la fonction d'innovation. Donc, en sciences sociales et humaines, hein, on n'imagine pas les conséquences de la systémique et surtout de la seconde systémique. Hein. En économie, Friedrich Hayek, hein, qui est le grand théoricien néolibéral, a fondé toute sa théorie économique sur l'analyse des systèmes autopoïétiques. Cornelius Castoriadis, hein, en philosophie et en sociologie, nous a montré comment les sociétés étaient des sociétés imaginatives, les sociétés humaines étaient des sociétés imaginatives, et il a analysé comment le système autopoïétique de la société humaine était en fait un système de création permanente et d'innovation permanente anthropique. Niklas Luhmann, lui, le grand philosophe allemand et le sociologue, a divisé la société en trois grandes fonctions, la reproduction identitaire, l'intégration des éléments et la mutabilité, qui sont les trois concepts fondamentaux du connexionnisme et de la seconde cybernétique. Donc vous voyez, partout aujourd'hui, la nouvelle cybernétique, la seconde cybernétique, va nourrir la réflexion sur le destin humain. On pense aussi à Bernard Stiegler, qui nous a quittés récemment, et dans lesquels toute la réflexion sur l'entropie sociétale, sur la capitalocène, l'anthropocène, sont intégrées à l'intérieur de la réflexion systémique. On est parti d'une théorie thermodynamique, d'une théorie de la vie, de l'ordre et du chaos, et aujourd'hui on a une réflexion philosophique sur le destin humain et sur les enjeux économiques, sociétaux, et voire identitaires et culturels des sociétés modernes. Voilà. Merci pour cette grande aventure. 3 chapitres sur la systémique, 3 chapitres sur la façon de regarder ce qui est organisé et désorganisé, l'émergence des fonctions et une méthodologie, j'espère, une méthodologie qui vous permettra d'analyser à un moment pourquoi un élément émerge, pourquoi une fonction émerge à l'intérieur d'une organisation. Merci à vous.